Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va comparer la location meublée avec la location nue. C'est souvent un débat quand on achète, un débat intérieur quand on achète un bien immobilier. Ah, mais est-ce que je le laisse comme ça? Est-ce que je le loue nu? C'est quand même plus simple. Les gens restent plus longtemps. Ah, mais si je le loue meublé, je vais pouvoir louer plus cher. Je vais pouvoir toucher un plus vaste public avec des étudiants, tout ça. Donc c'est souvent un dilemme de se dire est-ce que ça vaut le coup d'investir dans des meubles, est-ce qu'il y a plus d'avantages, d'inconvénients? Eh bien on va comparer ça tout de suite. Alors voici une liste détaillée et structurée des avantages et inconvénients de la location meublée par rapport à la location nue. Grand 1, avantage de la location meublée. Donc les revenus locatifs sont plus élevés, ça il n'y a pas de secret, je ne vais pas vous dire le contraire. Les loyers meublés sont souvent 10 à 30% plus élevés que les loyers des locations nues. Attractif pour les locataires prêts à payer plus pour ne pas avoir à acheter de mobilier. Donc typiquement, quand vous êtes dans une ville étudiante, quand vous visez un public étudiant, ça peut être intéressant. Si vous achetez une maison, que vous louez la maison à une famille qui va rester longtemps, je ne vois pas d'intérêt, ni pour vous, ni pour les locataires, à ce que vous mettiez des meubles, parce que les gens, si ils prennent votre maison, selon s'il y a 90, 150, 200 mètres carrés, ils vont acheter des meubles en conséquence, ils vont s'installer, et une fois qu'ils seront avec leurs meubles et leurs affaires dans leurs meubles, dans votre maison, ils ne partiront plus jamais. Donc ça c'est pas mal. Ça permet vraiment d'avoir des locataires qui restent très longtemps, qui se sentent chez eux. Donc à la fois pour le bien-être des locataires et pour vous avoir une stabilité dans vos revenus et avoir des locataires qui restent 5, 10, 15, 20 ans dans la même maison, eh bien c'est beaucoup mieux. Donc si vous faites des biens destinés à être loués à des familles, donc des biens assez grands, des maisons avec jardin, etc., je vous conseille de les laisser vides, ou alors vous pouvez les meubler, mais vraiment avec le strict minimum pour dire que c'est une location meublée, à savoir que la liste de ce qu'il faut mettre dans un logement pour le déclarer en logement meublé, elle est très faible, hein. Donc vous mettez un sommier, un matelas, une table, 4 chaises, 4 couteaux, 4 fourchettes, 4 cuillères, 4 verres, c'est un logement meublé, hein. J'exagère qu'à peine. Donc vous pouvez regarder, taper sur Google ou demander à ChatGPT liste mobilier, logement meublé, location meublée, et ça va vous sortir la liste qui est vraiment très succincte. Donc c'est le minimum. Vous pouvez mettre ça pour déclarer en location meublée pour avoir les avantages spécifiques au niveau des impôts, mais derrière vous louez au prix d'une location nue ou à peine au-dessus, et vous faites en sorte que du coup les gens arrivent et achètent tous leurs meubles pour se sentir chez eux et qu'ils restent plus longtemps. Grand 2, c'est donc les avantages fiscaux. Imposition sous le régime micro-BIC ou BIC réel, permettant de bénéficier d'abattements fiscaux, 50% en micro-BIC, possibilité d'amortir le mobilier et certains travaux réduisant les impôts. Donc, si vous mettez au réel, si vous avez énormément de frais, que ce soit pour ce bien ou pour d'autres, ça peut être intéressant, admettons si vous avez un parc de 10 logements, d'en mettre au moins 2 ou 3, les 2 ou 3 plus gros en meublé, en tout cas sous ce régime meublé, en BIC réel par exemple. Donc vous déduisez réellement vos frais, parce que vous allez pouvoir déduire vos achats, vos frais pour les 10 logements si vous achetez des tables, des chaises, n'importe quoi pour un autre logement. Vous pouvez mettre les factures sur ce logement, même si normalement il ne faut pas. Voilà, c'est toujours possible, donc ça peut être une solution. Sinon, si vous voulez tout mettre en meublé, pourquoi pas vous mettre au micro-BIC. Ça vous permet d'avoir 50% d'abattement sur tous les logements sans avoir à déduire aucune facture. Mais ça peut être intéressant aussi d'en mettre quelques-uns toujours en réel, parce que vous allez avoir des factures dans tous les cas, si vous prévoyez un peu de rénovation, d'ameublement, etc. Et donc ça peut être intéressant de pouvoir les déduire à 100%. Grand 3, donc troisième avantage, la flexibilité pour les locataires. Attractif pour les étudiants, jeunes actifs et expatriés qui cherchent des solutions clés en main. Convient aux locations saisonnières ou temporaires. Donc ça vous laisse beaucoup plus de flexibilité sur le choix des locataires. Personne ne louera pas votre logement parce qu'il est meublé. Par contre, plein de gens ne loueront pas votre logement ou ne
ne verront même pas votre annonce parce qu'ils vont trier sur Le Bon Coin, admettons, location meublée, si votre logement ne l'est pas. Donc ça, c'est très intéressant à savoir. Quatrième avantage, bail plus court. Bail de 1 an renouvelable ou 9 mois pour les étudiants contre 3 ans pour une location nue. Donc un bail de location pour une location nue, c'est minimum 3 ans. Après, il faut savoir que le locataire peut, dans tous les cas, casser le bail, enfin peu importe le bail. En meublé, de mémoire, c'est 1 mois de délai comment dire, mince, oui, il faut prévenir à l'avance. Et c'est 2 ou 3 mois en location nue. Donc ça c'est assez important, assez intéressant à savoir. Et ça permet de réajuster plus rapidement les loyers au marché. Étant donné que le bail est plus court, vous pouvez réactualiser tous les ans le loyer. Alors ça, enfin réévaluer, je ne l'ai jamais fait, mais typiquement sur cette maison que je rénove, dans laquelle je vais habiter quelques années, quand je la mettrai en location, je mettrai bien dans le bail augmentation annuelle selon l'indice de référence des loyers. Et si c'est 3% cette année, bon, bah, le loyer il passe de 1000 à 1030 euros, puis 1060, puis 1100, etc. Donc voilà. Demande forte dans certaines zones, très demandée dans les grandes villes, zones étudiantes ou touristiques. Donc ça c'est pour les locations meublées. Donc comme je disais ouais, au début, dans les grandes villes à côté des universités, etc. Ou bah, là où ils ont restreint d'ailleurs plein de choses de Airbnb, etc. dans le Pays Basque, bah, d'avoir un logement meublé, ça peut toujours être une solution de faire peut-être pas de la location comme Airbnb parce qu'ils l'ont interdit, mais des bails de location plus courts pour quelqu'un qui voudrait rester 1 mois ou 2. Vous faites un bail de location et puis vous ne pouvez pas l'arrêter, mais la personne, si vous mettez d'accord avec elle, qui veut simplement rester 1 mois, rester 2 mois, vous faites un bail de location meublé, hop, elle vous fait directement la lettre de préavis, elle peut rester 1 mois. Donc ça peut être des solutions pour contourner, encore une fois, ces lois un petit peu trop restrictives et pas très malignes. Ensuite, le grand 2, les inconvénients de la location meublée. S'il n'y avait que des avantages, ça serait génial et on ferait ça d'office. Les inconvénients, évidemment, c'est que le mobilier est à fournir, donc ça nécessite un investissement initial pour acheter les meubles. Il y a une liste obligatoire de meubles à respecter, lit, table, chaises, ustensiles de cuisine, etc. dont je vous parlais juste avant. Donc c'est vraiment très faible. Il y a des gens, alors je pense qu'ils prennent un billet dessus, mais qui vendent un kit location meublée. Ils vous envoient par la poste directement à l'adresse de votre logement tout ce qu'il faut dans une location meublée. Ils vous envoient la table, les chaises, le machin, le lit, le sommier, tout ça. Enfin, je sais pas si lit et sommier c'est obligatoire, mais ouais, si, il y a lit quand même dedans, donc ça doit être sommier et matelas. Ils vous envoient tout. Et hop, vous recevez tout. Alors forcément, comme il y a la livraison, comme tout ça, bon bah forcément ils doivent prendre un billet là-dessus. Et puis bah pour le pour le service que ça rend, le fait que vous n'ayez pas à faire But, Darty, je sais pas quoi, ou Ikea, et ben vous avez forcément un prix qui est peut-être un peu plus élevé que si vous preniez les premiers prix partout, mais peut-être un prix un peu plus bas que si vous preniez tel sommier, tel matelas, ah tiens, telle table elle est jolie. Hop, là vous avez le kit de base. Donc pour du studio, du T2, pour des petits logements, typiquement pour des étudiants, ça va très bien d'avoir des meubles standardisés. En fait, c'est le concept du Crous. Donc voilà, on réinvente pas la roue, mais simplement c'est assez pratique et j'étais tombé là-dessus. Donc pourquoi pas, mais en tout cas, il y a une liste de meubles à respecter. Et donc quand vous faites le bail de location, bien mettre sur le bail, sur l'état des lieux plutôt, et l'inventaire des meubles. Lit, donc sommier, matelas, table, chaise, 4 couteaux, 4 fourchettes, machin, parce que sinon, bah, c'est pas un logement meublé. Entretien et renouvellement, donc petit 2, usure rapide du mobilier nécessitant des remplacements réguliers, gestion plus fréquente des pannes ou dégradations. Des locataires dans un logement meublé sont moins grands, moins autonomes, parce que souvent c'est des étudiants ou des jeunes actifs, que un couple de quarantenaires qui va louer une maison vide et y rester pendant 40 ans. Ils vont prendre plus soin de la maison, des extérieurs, de tout, que un étudiant que vous mettez dans un studio de 20 mètres carrés, vous revenez, tout est abîmé. C'est évident, en plus, si vous lui avez mis des meubles Ikea bas de gamme, bah, il en a forcément cassé. Peut-être qu'il va les remplacer, peut-être qu'il va dire que c'est de votre faute que le meuble était déjà abîmé. Donc c'est plus de gestion. Donc voilà, c'est un des inconvénients.
Troisième inconvénient, gestion plus exigeante, souvent des locataires à court terme, donc rotation plus élevée, plus de temps consacré à trouver des locataires et organiser les états des lieux. C'est souvent pour ça que pour les petits logements, pour les baux de location comme ça, ils facturent un état des lieux d'entrée et de sortie. Enfin, je ne sais pas s'ils facturent les deux, mais en tout cas, voilà, ils peuvent facturer un état des lieux d'entrée aux locataires. Donc, si le loyer c'est 400 euros et qu'il y a 400 euros de dépôt de garantie, et ben ça fait 800 euros à sortir, plus l'état des lieux qui serait facturé peut-être 200 euros, 1000 euros. Donc ça peut être une pratique qui se fait, mais bah, à côté de ça, si je suis étudiant, que j'ai pas trop d'argent, que je prends un logement à 400 euros, ou moins ou plus, si je prends un logement à 400 euros, c'est que je ne roule pas sur l'or, que peut-être que déjà mes parents vont m'aider à le payer, etc. Donc bah, si on me demande 1000 euros pour rentrer dans le logement, et bah, je vais peut-être aller vers un autre propriétaire qui a un logement moins bien, qui le loue 450 euros, mais qui ne demande pas de dépôt de garantie, qui ne facture pas l'état des lieux. Donc voilà, à voir ce qui est le plus intéressant pour vous et par rapport à la demande, par rapport aux locataires potentiels. Petit 4, réglementation stricte. La location meublée doit respecter des critères précis pour être considérée comme telle. Donc le mobilier doit être complet. Les locations saisonnières comme Airbnb peuvent être soumises à des autorisations spécifiques selon la commune. Donc là, dans le cadre de la location longue durée, bon, bah, tant que vous mettez tous les meubles de la liste de location meublée, c'est bon. Excusez-moi. Il est 9h30 du matin, je suis pas encore réveillé. J'ai eu une grosse journée hier. Alors, donc petit 5, moins de stabilité locative. Avec un bail plus court, il y a un risque d'inoccupation plus fréquent, moins adapté pour les locataires cherchant une location sur le long terme. On rejoint ce que je disais, si c'est des bails, des baux de 1 an, de 9 mois même pour les étudiants, bah, c'est déjà prévu à la base en septembre que le locataire parte en juin. Donc, on a déjà prévu d'avoir un trou pendant l'été, pendant 2 mois. Donc, 2 mois sur 12, 2 mois sur 10, ça ferait 20%. Donc, 2 mois sur 12, ça fait à peine moins, ça fait 17% d'inoccupation. Donc, si jamais vous avez une rentabilité à, je sais pas, 15%, et ben, vous retirez 17% de 15%. Donc, 20%, ça ferait 3. Donc, vous êtes plus sur une rentabilité à 15, mais une rentabilité à 12,2, 12,3. Donc si jamais vous êtes sur des rentabilités plus faibles à 4, 5, 6% comme c'est souvent dans les grandes villes, bah, s'asseoir sur un quart peut-être de sa rentabilité, même un cinquième de sa rentabilité, c'est-à-dire 20% d'inoccupation, c'est vite contraignant. Et si on compte un bail de 9 mois et qu'il y a vraiment 3 mois où le logement est complètement vide, ça fait 25% d'inoccupation. Donc pour un rendement à 8%, vous passez à 6%. Donc on peut passer d'un rendement correct qui permet de payer son crédit, sa taxe foncière, ses charges de copropriété, etc., à un rendement un petit peu trop faible qui vous oblige pendant 3 mois par an à remettre à remettre de l'argent sur la table, alors que le but d'un investissement, c'est quand même d'en sortir, c'est quand même de vous en rapporter. Donc attention à ça. Alors que si vous avez une famille, même si c'est loué une famille du coup sur un plus grand bien, même si c'est loué un peu moins cher, que vous avez une rentabilité un peu moins élevée, au moins vous avez l'avantage de la stabilité, vous pouvez vous projeter sur le long terme, et si vous souhaitez faire d'autres projets, encore acheter de l'immobilier, allez voir la banque et dire j'ai telle personne qui me loue tel logement pour lequel j'ai tant de crédit, le loyer est de tant, et cette personne-là est là depuis 17 ans. Bon, et ben c'est quand même beaucoup plus rassurant que ah bah là en ce moment c'est vide, mais parce que c'est des étudiants, du coup là ils sont partis, mais là je vais en retrouver un bientôt. C'est compliqué. C'est en tout cas moins rassurant pour la banque. Donc moins adapté pour les locataires cherchant une location sur le long terme aussi. Grand 3, les avantages de la location nue. Donc là on va faire plus vite parce qu'on a déjà tout listé. Sur la location meublée, les inconvénients, c'est donc les avantages de la location nue. Donc simplicité de gestion, pas de mobilier à fournir ni à entretenir, gestion administrative plus légère, à vérifier. Petit 2, stabilité locative, baux de 3 ans minimum renouvelable automatiquement, donc tacitement même on dit, convient mieux aux familles ou personnes cherchant une location longue durée. Petit 3, moins de frais initiaux, pas besoin d'investir dans des meubles, toujours la même chose, les frais d'installation sont réduits.
Petit 4, risque de dégradation moindre. En général, des locataires plus stables sont plus soigneux. Petit 5, demande constante. Les locations nues attirent un large public, notamment les ménages, donc les familles. Alors après, demande constante, oui, évidemment, mais on se prive quand même d'un certain profil de locataires. Alors certains en sont bien contents de se priver des jeunes actifs et des étudiants parce qu'ils préfèrent avoir des familles un peu mieux établies financièrement, un peu plus stables. Mais si vous avez du mal à louer, meubler peut être une solution. Inconvénient de la location nue, revenu locatif moindre. Alors moindre, ils abusent, mais les loyers sont plus bas que dans une location meublée et moins d'attractivité pour les jeunes actifs ou les étudiants. Petit 2, régime fiscal moins avantageux, soumis au régime des revenus fonciers, souvent moins intéressant fiscalement, pas d'amortissement possible. C'est pour ça que je vous disais, le kit location meublée, on dirait que j'essaie de le vendre, mais pas du tout. Enfin, en tout cas, que vous alliez l'acheter, acheter tout ce qu'il faut dans les magasins, ou même récupérer d'occasion sur le bon coin. Vous achetez un sommier, un matelas, tout ça. Mais en tout cas, de meubler, de mettre le minimum meublé pour louer en meublé, même si le logement concrètement est quasiment vide, que vous avez simplement mis la liste, donc une table, 4 chaises, sommier, matelas, etc. Et des couverts, et des poêles et des casseroles. Et vous louez en meublé, alors que le logement est quasiment vide, mais parce que y a la liste des éléments meublés, et ça vous permet d'avoir le, le régime fiscal de la location meublée. Tac, pas d'amortissement possible. Petit 3, peu adapté pour des locations temporaires. Évidemment, difficile d'attirer des locataires à court terme ou saisonniers si vous n'avez pas de meubles, que vous n'avez pas de quoi faire à manger, de quoi dormir dans le logement. Et petit 4, durée de bail rigide, baux de longue durée, 3 ans minimum, rendant plus complexe l'ajustement au marché. Donc si jamais vous êtes dans une zone où les loyers évoluent très rapidement, louer à 800 € par mois, alors que peut-être que l'année prochaine vous auriez pu louer 900, puis 950, puis 1000, au bout de 3 ans, vous allez pouvoir récupérer les 3 années d'indice de référence des loyers. Donc si c'est 3% par an, 3% de 800, ça fait 24. Donc vous allez peut-être arriver à 880 € au bout de 3 ans, enfin après les 3 ans en augmentant le loyer. Et un locataire a plus de mal à passer de 800 à 880 € d'un coup. Donc vous n'allez peut-être pas faire ça, mais peut-être aller juste 850. Alors que si vous aviez pu augmenter tous les ans sur du meublé, ou si vous aviez eu des locataires qui partaient plus rapidement, donc qui restaient moins longtemps dans le logement, vous auriez passé à 850, puis à 900, puis 950, puis 1000, et en 3 ans, en fait, vous seriez déjà arrivé à un loyer plus élevé. D'autant plus qu'en meublé, on loue un peu plus cher. Donc, résumé pour conclure, petit 1, donc l'allocation meublée est idéale pour des revenus plus élevés et des avantages fiscaux, mais demande plus de gestion et un investissement initial. Si vous avez un beau bien, que vous voulez le valoriser, que vous avez du temps à y accorder et que vous avez envie d'augmenter un petit peu votre rentabilité parce que peut-être que vous avez d'autres projets immobiliers par la suite et que vous souhaitez montrer à la banque que vous êtes très rentable, faire du meublé peut être une solution. Petit 2, la location nue offre stabilité et simplicité, mais avec des revenus moindres et une flexibilité limitée. Adapter son choix dépend de la localisation du bien, du type de locataire recherché et de sa capacité à gérer activement son investissement immobilier. Pour te donner un exemple, j'ai fait pour l'instant que de la location meublée, parce que je suis sur place, je peux gérer, ça ne me dérange pas que les locataires restent 3 mois, 6 mois, 1 an, et donc j'ai régulièrement des locataires qui partent, d'autres qui arrivent, j'ai des périodes de vacances locatives. Mais pourquoi je fais ça? Parce que pour l'instant mon but est de montrer à la banque mes compétences d'investisseur, et le banquier que j'ai ne me demande pas depuis combien de temps les locataires sont là, qu'ils soient là depuis une semaine ou depuis 1 an, ça lui est égal. Donc ça m'est égal aussi d'avoir des locataires qui partent, d'autres qui arrivent, tant que au total je lui dis j'ai 5 500 € de loyer pour 1 500 € de crédit, j'ai tant de pourcents de rentabilité sur ce bien, tant de pourcents sur ce bien, tant d'épargne, tant de capacité d'emprunt. C'est vraiment ça qui compte pour moi pour continuer d'emprunter, de faire des projets. Par contre, à partir de maintenant et de bientôt, ma stratégie commence à changer. Je vais plutôt acheter des maisons plutôt que des appartements. Donc soit des maisons, soit des immeubles entiers, mais en tout cas des bâtiments en monopropriété. Que ça soit en société ou en nom propre, je vais vraiment me concentrer sur de la monopropriété. Et
garder ces biens sur le long terme, les mettre en location sur le long terme, quasiment nus, c'est-à-dire que je veux que les gens arrivent et mettent leurs meubles et s'installent et se sentent chez eux, quitte à m'arranger avec eux et à faire, je sais pas, pour que eux puissent acheter leurs meubles sereinement. Si c'était 1000 € de loyer par mois, je leur offre 2 premiers mois de loyer et par exemple, ils achètent pour 2000 € de meubles qu'ils mettent dans le logement, qu'on ajoutera sur le bail, et donc les meubles seront à moi, eux seront dans leur logement qu'ils me louent, avec leurs meubles qu'ils ont choisis, et ils n'auront pas envie de partir parce que les meubles seront à moi, et concrètement c'est comme si je les avais payés parce que je leur ai pas pris 2000 € de loyer, mais ils ont acheté 2000 € de meubles. Donc je proposerai probablement des solutions, des arrangements comme ça si les gens partent, c'est meublé, ça va se louer un peu plus cher, et dans tous les cas je louerai avec le strict minimum déjà de la liste de location meublée pour pouvoir profiter du régime fiscal meublé. Voilà un petit peu ma situation, ma stratégie par rapport à tout ça. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses, que ce soit de cette vidéo ou de ma stratégie. N'hésite pas à me partager la tienne, ce que tu aimerais faire, ce que tu as déjà fait peut-être. Sur ce, je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. C'était Florian, prends soin de toi et de tes finances, et à bientôt de l'autre côté de la frontière, et à demain, le 13 décembre, pour une prochaine vidéo. C'était Florian, ciao.